Alors l'abbé Gillard a été en quelque sorte puni par l'Église, on l'a envoyé à Tréorantoc. Et puis il s'est dit qu'il était très intéressé par la symbolique, par les légendes arthuriennes, bien sûr par le christianisme, et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour amener les gens dans son église, et il a fait faire des vitraux. Donc c'est très rare d'avoir par exemple le vitrail central, c'est le Graal qui est mis en évidence. Un autre exemple, c'est qu'il a placé la table ronde, une image de la table ronde en face de la table de la Seine. L'histoire de l'abbé Gillard se termine de manière assez cruelle. Il est amoureux de l'institutrice du village. Et donc, il a demandé à un peintre de la peindre dans son église et il l'a peint en Morgane. Donc, elle a une robe rouge très moulante et très transparente surtout. Et donc, ça a été titré dans les journaux comme la pin-up du chemin de croix de Tréorantoc. Du coup, il a été prié gentiment de quitter l'église. Et finalement, il est revenu pour y mourir. Moi, ce que je suis venue faire là, c'est trouver un moyen d'être le médiateur entre quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, un patrimoine qu'on considère inférieur parce qu'il est oral, et le transmettre au public d'une certaine manière. Le conte, c'est vraiment intéressant parce que le fait d'être dans la forêt, il va y avoir le vent dans les feuilles, il va y avoir le craquement d'une brindille, et ça va tout de suite jouer sur la sensibilité du public en fait. Et être le médiateur entre un patrimoine qui est vu de plus de 1000 ans finalement, c'est vraiment enrichissant en fait. J'ai un collègue qui, lorsqu'il faisait un guidage avec des 5e, est tombé sur des druides en train de se laver dans la fontaine de Barenton, mais ils se lavaient tout nus. Donc les enfants, quand ils sont arrivés devant les druides, ben forcément, ça va pas avec ce qu'on raconte, quoi. Au-delà de la plaisanterie, un druide, en fait, c'est un philosophe. Le druide, c'est le sage du monde celtique. Et vous croyez que les druides habitent dans des huttes? Non, ils habitent dans des maisons, ils ont la télé, ils ont la radio, etc. Donc c'est qu'un druide, c'est pas quelqu'un qui est en dehors de son temps. On voit pas des elfes, des nains et des lutins. Si jamais un jour vous voyez des elfes, des lutins et des nains, vous courez chez un bon psychiatre, ça vaut mieux. Vous savez, les gens aujourd'hui sont très perturbés par leur mental. Alors comme ils sont très en attente de merveilleux et de spirituel, parce que la vie qu'on leur fait mener est absolument abominable, ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Ça, c'est de la superstition, c'est pas de la spiritualité. Alors un jour, j'étais en train de répéter un morceau de cornemuse en forêt, et je vois une dame. Je continue à jouer, et la dame, quand j'arrête, la dame me dit « Est-ce que vous pourriez me rendre un service, monsieur ?» Alors je lui dis « Mais bien entendu, oui, bien sûr. » Elle me dit « J'aimerais recharger mes crânes en votre musique. » Comprenez bien que moi j'ai fait des grands yeux. Je dis « Ah oui, vos crânes, dites-vous ?» La dame pose un petit sac à dos et elle me sort 3 crânes. Un crâne en cristal, un crâne en jade et un vrai crâne. Et elle me dit « Je suis en mission en forêt de Brocéliande. » Et donc, il fallait qu'elle vienne charger ses crânes en forêt de Brocéliande pour pouvoir les rendre ensuite aux gens à qui elle les avait empruntés. Il y a plein de sites de fabrication de fer, de pilage de fer dans les forêts de Brocéliande. Intéressant depuis un moment métallurgie, quoi. J'ai envie vraiment de faire tout le cycle du fer, de partir du caillou, du minerai, à l'objet fini. Le travail de forge, en fait, on fait du modelage de fer. En fait, on a une section définie et on déplace la matière pour en faire ce qu'on veut. Donc généralement, on choisit la section correspondant à ce qu'on a besoin de faire. On se sert de la température, monter le fer en température, le rendre plus malléable pour en faire des outils. Dans les grandes lignes, on forge entre 850 et 900 degrés. Mais après, certaines opérations de forge demandent à travailler à 1000 degrés. Voilà. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc les températures, on les voit visuellement suivant la couleur du fer. C'est pour ça qu'on verra toujours une forge qui ne sera jamais en pleine lumière, mais toujours dans des coins sombres, ce qui permet de bien évaluer la température par rapport à la couleur du fer. Et puis en fait, le personnage que vous avez au-dessus, là, c'est d'après une photo de l'ancien forgeron qui était ici. C'était un peu ma façon de lui rendre hommage. Quand je suis arrivé, j'ai vu ces vieilles forges, je dis oh, il y avait encore le marteau posé sous l'enclume, je dis bon, voilà.